Tout commence par une découverte macabre, un matin de printemps. Un habitant de Louvciennes, promeneur habituel du sentier forestier derrière le quartier résidentiel de la Falaise, découvre le cadavre d'une jeune femme, mutilée et abandonnée dans un sous-bois. La nouvelle de cette découverte se répand rapidement dans la commune, suscitant l'effroi et la stupeur chez les résidents. Ce qui semblait être une mort isolée devient encore plus sinistre lorsqu'une deuxième victime est découverte 2 jours plus tard, non loin du premier corps, avec des signes de violence similaires. Les autorités commencent à comprendre qu'elles sont face à un possible tueur en série. Les premières investigations sont lancées, et avec la pression médiatique grandissante, les enquêteurs intensifient leurs recherches. La peur s'installe dans la petite ville. Les familles s'inquiètent pour la sécurité de leurs proches, les écoles mettent en place des mesures de vigilance, et les habitants évitent de se déplacer seuls, surtout la nuit. Les rumeurs vont bon train, et les habitants évoquent des hypothèses, parfois exagérées, sur l'identité du coupable. Personne n'imagine que derrière ces actes barbares pourrait se cacher un adolescent de leur propre communauté. Alors que les enquêteurs analysent les scènes de crime, ils trouvent des éléments troublants, notamment des empreintes digitales, des cheveux, et des objets personnels qui semblent avoir été laissés intentionnellement. À leur grande surprise, ces indices les mènent vers un jeune de 17 ans, Antoine L., habitant de Louvciennes et fréquentant un lycée du secteur. Le profil du suspect choque les enquêteurs et la population. Antoine est un adolescent sans antécédents judiciaires, issu d'une famille apparemment sans histoire. Ses enseignants le décrivent comme un élève discret, introverti, mais sans signe particulier d'agressivité. Les enquêteurs commencent à étudier de plus près la vie d'Antoine. Ils découvrent des éléments troublants, notamment son isolement social, sa fascination pour les histoires de meurtre, et un passé difficile marqué par des conflits familiaux et des troubles psychologiques non diagnostiqués. Ces recherches en ligne révèlent une obsession pour des contenus macabres, notamment des sites traitant de tueurs en série et de crimes violents. Les enquêteurs établissent également des connexions entre Antoine et certaines des victimes, ce qui renforce leur conviction qu'il est impliqué dans cette série de meurtres. La police décide d'agir rapidement pour éviter d'autres victimes potentielles. Antoine est arrêté un matin, dans le silence inquiétant de la rue principale de Louvciennes. Sa famille, en état de choc, assiste impuissante à l'arrestation. Antoine est placé en garde à vue, et après plusieurs heures d'interrogatoire, il commence à admettre sa participation au meurtre, bien que ses aveux restent partiels et flous. Les psychologues mandatés pour évaluer son état mental découvrent un adolescent perturbé, oscillant entre la lucidité et des accès de délire morbide. Ses confessions révèlent une personnalité complexe et un profond mal-être. Antoine parle d'une voix calme, presque détachée, lorsqu'il décrit les meurtres, comme s'il n'était qu'un spectateur de ses propres actes. Il raconte qu'il ressentait une sensation de puissance et de contrôle en commettant ses crimes, une façon de s'évader d'une vie qu'il jugeait banale et dénuée de sens. Cette déshumanisation choquante, alliée à l'absence totale de remords, terrifie les enquêteurs. La possibilité que cet adolescent ait commis ces meurtres pour échapper à sa propre douleur intérieure défie l'entendement et soulève des questions angoissantes sur la prévention des troubles psychologiques chez les jeunes. À mesure que l'enquête progresse, les médias s'emparent de l'affaire Louvciennes, relayant chaque détail sordide et spéculant sur les motivations du jeune tueur. La France entière suit les développements de cette affaire avec un mélange de fascination et d'horreur. Certains analystes se demandent si les médias n'exacerbent pas la situation en dépeignant Antoine comme un monstre, nourrissant ainsi une peur collective. Des débats surgissent sur la responsabilité de la société dans le développement de comportements déviants chez les jeunes, et la question des troubles mentaux et de leur prise en charge chez les adolescents devient un sujet brûlant dans l'opinion publique. Le procès d'Antoine est prévu pour l'année suivante, mais déjà, il est clair que l'affaire aura des répercussions profondes. L'image d'un adolescent coupable de meurtre en série bouleverse les préjugés et les certitudes de la société sur la jeunesse. Les experts en criminologie et en psychologie s'interrogent sur l'impact des traumatismes non traités et de l'isolement social dans la jeunesse de comportements violents. Antoine, lui, semble accepter passivement son sort, conscient que son nom restera gravé dans l'histoire criminelle de la France. L'affaire Louvciennes marque un tournant dans la perception des crimes commis par des jeunes en France. Face à la montée de la violence juvénile, le gouvernement envisage de renforcer les programmes de prévention et d'éducation sur la santé mentale dans les établissements scolaires. Des chercheurs mettent en lumière la nécessité d'instaurer des dispositifs pour identifier et prendre en charge les jeunes en situation de souffrance psychologique. En conclusion, l'affaire Louvciennes ne se réduit pas à l'horreur des meurtres. Elle est aussi un miroir tendu à la société française, confrontée à ses propres lacunes en matière de prise en charge de la jeunesse en difficulté. La tragédie d'Antoine L. illustre, de manière glaçante, ce que peut engendrer le désespoir non traité et l'isolement extrême, des mots silencieux qui peuvent, dans les pires circonstances, mener à des actes impensables. Le procès approche,
Et avec lui vient le moment de la confrontation entre Antoine et les familles des victimes. Pour ces dernières, l'idée de faire face au jeune homme accusé d'avoir détruit leur vie est insupportable, mais nécessaire pour leur quête de justice. Dans la salle d'audience, les émotions sont palpables, une colère sourde, des pleurs étouffés, des regards chargés de douleur et d'incompréhension. Comment un adolescent, qu'ils avaient vu grandir dans leur propre ville, a-t-il pu commettre de tels actes? Les témoignages des proches des victimes, qui défilent tour à tour à la barre, brossent le portrait de jeunes gens pleins de vie, d'avenir, arrachés brutalement à leur existence. Ces récits bouleversants résonnent dans la salle et semblent laisser Antoine de marbre. Les psychologues présents observent en lui un manque de réaction émotionnelle qui suggère une forme de détachement profond, voire une incapacité à éprouver de l'empathie pour les souffrances infligées. Les avocats de la défense tentent de faire valoir la jeunesse et la vulnérabilité psychologique de leurs clients, soulignant les épreuves qu'il aurait traversées et les signes de troubles mentaux ignorés au fil des années. Les familles, elles, voient cette stratégie comme une insulte à la mémoire de leurs proches. Leurs avocats rappellent qu'aucun trouble mental ne saurait justifier de tels actes de cruauté et que la justice doit se montrer ferme pour ne pas minimiser la gravité des crimes d'Antoine. Au fil des audiences, des éléments nouveaux émergent. Un ancien camarade d'Antoine témoigne de son comportement étrange et de ses propos souvent troublants à l'école. D'autres évoquent des signes d'angoisse et de violence intérieure qu'Antoine semblait dissimuler derrière son apparence introvertie. Cependant, les professionnels de santé mentale présents au procès nuancent leur diagnostic, expliquant que le profil d'Antoine semble défier les cadres traditionnels de la psychopathologie adolescente. Ses actes violents et son absence de remords sont interprétés comme des signes possibles de troubles graves de la personnalité, mais son âge et son parcours soulèvent des questionnements éthiques et scientifiques complexes. Les experts psychiatriques débattent ouvertement de la responsabilité des parents, des éducateurs et du système de santé mentale dans cette affaire. Des voix s'élèvent pour dénoncer le manque de moyens consacrés à la détection et à l'accompagnement des jeunes en souffrance psychologique. La société est-elle réellement équipée pour comprendre et prévenir de tels drames? Les psychiatres soulignent que certains signes de détresse peuvent être difficiles à interpréter, et que même avec les meilleures intentions, les institutions manquent souvent d'outils pour intervenir avant que la situation ne dégénère. Ce débat fait écho dans toute la France. Des associations de parents d'élèves, des enseignants, et des travailleurs sociaux réclament une meilleure formation sur les troubles mentaux et un renforcement des dispositifs d'aide dans les établissements scolaires. L'affaire Louvcienne devient ainsi un catalyseur pour une réforme urgente de la prise en charge des jeunes en difficulté, mais aussi un point de divergence entre ceux qui prônent la réhabilitation et ceux qui exigent une justice exemplaire. Après plusieurs semaines de procès, le jury prononce finalement son verdict. Antoine L. est reconnu coupable des 6 meurtres et condamné à une peine maximale, même en tant que mineur. La sentence est accueillie par un sentiment de soulagement mêlé de tristesse et de colère chez les familles des victimes. Mais la société reste divisée. Certains estiment que la justice a été rendue, tandis que d'autres s'interrogent sur la façon dont Antoine pourra ou non se réintégrer dans la société après avoir purgé sa peine. Des mouvements de soutien et d'opposition se forment autour de cette affaire. Des associations militent pour une approche moins punitive et plus centrée sur la réhabilitation des jeunes délinquants, tandis que d'autres, à l'inverse, appellent à durcir les lois pour les mineurs coupables de crimes violents. Le verdict est donc loin de clore le débat. Il met en lumière des tensions profondes et des désaccords sur le rôle de la justice et de la société dans la gestion de la violence juvénile. Dans les années qui suivent le procès, l'affaire Louvcienne laisse une empreinte durable dans l'inconscient collectif. Elle pousse le gouvernement à réexaminer les dispositifs de détection des troubles psychologiques chez les jeunes, et plusieurs réformes sont lancées pour améliorer la formation des enseignants et des professionnels de santé scolaire. Des programmes sont également mis en place pour sensibiliser les élèves aux questions de santé mentale et encourager les jeunes à parler de leurs problèmes. Des chercheurs commencent à étudier cette affaire comme un cas d'école, une illustration de la façon dont l'isolement social, les traumatismes et l'absence de prise en charge peuvent se transformer en violence extrême. Antoine L. devient un exemple sombre et troublant des lacunes de la société dans le traitement des jeunes en souffrance. Louvcienne, la petite ville autrefois paisible, se remet doucement de ce drame, mais ses habitants ne l'oublieront jamais. Les familles des victimes, quant à elles, tentent de reconstruire leur vie tout en portant le poids de cette tragédie. Certains se lancent dans des projets de sensibilisation à la santé mentale, espérant que le souvenir de leurs proches permettra de prévenir de futurs drames. Les mémoires de l'affaire Louvcienne resteront à jamais gravées dans les esprits, un rappel brutal de la nécessité de prendre soin des jeunes, de les écouter et de détecter, avant qu'il ne soit trop tard, les signes de détresse qui peuvent mener à des actes irréparables. Cette affaire incarne un défi pour toute une société, un appel à repenser la manière dont nous comprenons et soutenons notre jeunesse. À travers elle, la France est confrontée à ses faiblesses, mais aussi à sa capacité à apprendre et à évoluer.
Les voix des victimes résonnent encore, rappelant que derrière chaque fait divers, il y a des vies brisées et des leçons à tirer pour bâtir un futur où de tels drames pourraient peut-être être évités. Alors qu'Antoine L. purge sa peine dans un établissement de détention pour mineurs, des psychologues et criminologues continuent de l'étudier, fascinés par ce cas qui défie les standards habituels. Antoine est un individu complexe, ni tout à fait sociopathe ni entièrement compréhensible selon les diagnostics psychiatriques traditionnels. Certains chercheurs espèrent qu'avec le temps et la thérapie, il pourrait être réhabilité et retrouver une certaine humanité, une conscience de ses actes. D'autres, plus sceptiques, estiment qu'il s'agit d'un cas de violence irrémédiable. Loin de l'agitation médiatique, les thérapeutes qui suivent Antoine tentent de décortiquer son esprit, son passé, et sa perception des meurtres qu'il a commis. Antoine continue de montrer peu d'émotion, et semble avoir une vision distanciée de ses actes, comme s'il les observait sans véritablement se reconnaître dans l'auteur de ses crimes. Certains thérapeutes parlent d'une forme de dissociation sévère, un mécanisme de protection mentale qui aurait pu s'installer face à des traumatismes anciens. D'autres avancent des théories sur une défaillance dans le développement de son empathie, mais ils admettent que le chemin vers une réhabilitation, même partielle, sera long et incertain. Le drame de Louvciennes a des répercussions au-delà des murs du tribunal et de la prison. Inspiré par le besoin d'éviter de futurs drames similaires, le gouvernement lance plusieurs initiatives visant à mieux détecter les signes de détresse chez les jeunes. Dans les écoles, des campagnes de sensibilisation sont organisées pour informer les élèves sur l'importance de la santé mentale et les encourager à parler de leurs problèmes. Des équipes spécialisées sont intégrées dans les établissements scolaires pour repérer les signes de mal-être ou d'isolement social. Des lignes d'écoute sont mises en place pour permettre aux jeunes de s'exprimer anonymement et de recevoir du soutien. Ces initiatives se heurtent néanmoins à des résistances. Certains parents et éducateurs craignent de stigmatiser les jeunes en difficulté en leur attribuant trop vite des étiquettes psychologiques. Les enseignants, eux, demandent plus de formation pour identifier les signes précurseurs de troubles mentaux, mais dénoncent aussi la pression supplémentaire que cette responsabilité fait peser sur leurs épaules. Malgré ces défis, l'affaire Louvciennes ouvre un débat national sur l'importance d'une prise en charge préventive des troubles de l'adolescence et de l'accompagnement psychologique. Pour les familles des victimes, la vie après l'affaire Louvciennes est un long chemin de deuil, de douleur, mais aussi de combat. Certaines familles choisissent de faire leur deuil en silence, tentant de reconstruire leur vie loin des projecteurs. D'autres s'engagent publiquement, en créant des associations de soutien pour les familles touchées par des crimes violents, ou en organisant des événements commémoratifs en hommage à leurs proches disparus. Leur lutte est marquée par le désir de donner un sens à l'insensé, d'empêcher qu'un tel drame ne se reproduise, et de sensibiliser la population aux questions de violence et de santé mentale. À chaque anniversaire du drame, des cérémonies de commémoration sont organisées à Louvciennes, réunissant les familles, les proches et des membres de la communauté. Les noms des victimes sont gravés sur une stèle érigée près du sentier où furent découverts les premiers corps. Ce lieu de mémoire devient un symbole, à la fois de la tragédie et du besoin de tirer des leçons du passé pour éviter de futures tragédies. Les familles et la communauté trouvent un certain apaisement dans ce processus de mémoire collective, bien que la douleur ne disparaisse jamais complètement. Des années plus tard, les jeunes de Louvciennes, ceux qui étaient enfants lors de l'affaire ou qui en ont entendu parler, grandissent avec cette histoire ancrée dans leur mémoire collective. Pour cette nouvelle génération, l'affaire Louvciennes représente à la fois un avertissement et un rappel du besoin de prendre soin de soi et des autres. Les anciens amis d'Antoine, ceux qui ont traversé le choc de son arrestation, sont devenus des adultes marqués par cet événement tragique. Certains sont devenus des militants pour la santé mentale, des psychologues, des enseignants ou des travailleurs sociaux, poussés par le désir de contribuer à une société où de tels drames pourraient être évités. Louvciennes reste une ville marquée par cette tragédie, mais elle est aussi devenue un symbole d'espoir et de changement. Les discussions autour de l'affaire ont mené à des transformations profondes dans la manière dont les jeunes et leurs familles perçoivent les questions de bien-être mental et d'écoute. L'histoire d'Antoine et de ses victimes continue d'influencer les conversations, rappelant que derrière chaque individu isolé, derrière chaque adolescent en souffrance, il y a une voix qui mérite d'être entendue, une vie qui peut être sauvée si les bonnes mesures sont mises en place. L'affaire Louvciennes, malgré les années, reste inscrite dans la mémoire collective française comme l'un des faits divers les plus troublants du pays. Cette affaire est souvent mentionnée dans les émissions de société et dans les manuels de criminologie. Elle a fait l'objet de plusieurs documentaires et ouvrages, analysant le drame sous divers angles, celui de la psychologie criminelle, de la justice des mineurs, et de la prévention des troubles mentaux chez les jeunes. Certains écrivains et réalisateurs se sont inspirés de cette affaire pour explorer la noirceur humaine, les failles de la société, et la complexité de l'âme adolescente.
Ces œuvres alimentent la réflexion sur les facteurs sociaux et psychologiques qui peuvent conduire un jeune à basculer dans la violence extrême. Louvcienne est ainsi devenu un symbole, un miroir sombre dans lequel la France examine ses propres forces et faiblesses, son devoir de protection et d'écoute vis-à-vis de la jeunesse. Le temps finit par apaiser certaines blessures, mais le chemin vers la résilience est semé d'embûches pour les habitants de Louvcienne et les familles des victimes. Certains d'entre eux trouvent la force de reconstruire leur vie, d'autres restent prisonniers des souvenirs douloureux. Cependant, tous savent que ce drame, aussi terrifiant soit-il, a permis d'éveiller les consciences, d'initier des changements et d'encourager une vigilance nouvelle. Les leçons tirées de l'affaire Louvcienne dépassent les frontières de cette petite commune, elles résonnent dans toute la société, incitant chacun à redoubler de vigilance envers les signes de mal-être et à favoriser l'ouverture au dialogue sur les questions de santé mentale. Dans cette ombre laissée par le passage d'Antoine L., la société française trouve l'inspiration pour bâtir une structure plus inclusive et attentive aux jeunes en difficulté, espérant ainsi éviter de nouvelles tragédies. Au-delà de l'horreur et de la douleur, l'affaire Louvcienne devient ainsi une tragédie marquante qui interpelle, mais aussi un rappel de l'importance de la solidarité, de l'écoute et de la prévention. Dans chaque pas vers la résilience, Louvcienne porte en elle la promesse d'un avenir où chaque jeune peut être soutenu et compris avant de sombrer, transformant cette sombre affaire en un héritage de vigilance et d'humanité. Des années après sa condamnation, la question de la réinsertion d'Antoine L. refait surface. Alors qu'il approche de la fin de sa peine, un débat houleux éclate dans les médias et au sein de la société. Un individu ayant commis des actes aussi atroces mérite-t-il une seconde chance? Peut-on croire en la réhabilitation d'un tueur en série, même s'il était mineur au moment des faits? Les spécialistes de la justice et de la psychologie sont divisés. Certains considèrent qu'avec un suivi psychiatrique rigoureux et une réinsertion encadrée, Antoine pourrait réintégrer la société et mener une vie stable, loin de la violence qu'il a marquée durant son adolescence. D'autres, plus prudents, estiment qu'il existe un risque inévitable et qu'il serait irresponsable de lui accorder une liberté totale. Les familles des victimes, quant à elles, se dressent fermement contre cette éventualité. Elles expriment leur crainte qu'Antoine récidive, ainsi que leur colère face à l'idée qu'il puisse vivre normalement après avoir détruit tant de vies. Des pétitions circulent, demandant un durcissement des peines pour les mineurs coupables de crimes d'une telle gravité, et beaucoup appellent à l'exil d'Antoine, pour qu'il ne revienne jamais à Louvcienne. Ce dilemme met en lumière la complexité des lois concernant les mineurs criminels, l'équilibre entre justice et compassion, et la capacité de la société à pardonner. Les experts interrogent la France. Jusqu'où peut aller la réhabilitation, et quelles en sont les limites? Pendant sa période de réclusion, Antoine a suivi un programme de thérapie intense, travaillant avec des psychologues, des psychiatres et des spécialistes de la résilience. L'un des thérapeutes ayant suivi son cas explique qu'Antoine a commencé, lentement, à exprimer des remords pour ses actes. Ce processus n'a pas été facile. Les entretiens sont remplis de moments d'introspection difficiles, où Antoine revisite ses choix passés et tente de comprendre ce qui l'a mené sur ce chemin d'obscurité. Antoine exprime parfois un désir de réparation, bien que les actes qu'il a commis soient irréversibles. Lors de ses discussions avec les psychologues, il évoque une volonté de se racheter, en s'engageant dans des actions d'intérêt public, espérant que ses efforts pourraient, d'une manière ou d'une autre, aider d'autres jeunes à éviter de sombrer comme lui. Mais ce désir de rédemption est-il sincère ou seulement une tentative de réintégrer la société? Les experts se divisent, les uns y voyant un réel changement, les autres se méfiant d'une possible manipulation. La perspective d'un nouveau départ est cependant lointaine et fragile. Antoine sait que, même avec une éventuelle libération, sa vie sera marquée par une surveillance stricte et une vigilance permanente des autorités. Son parcours de réhabilitation sera minutieusement encadré, et il devra prouver à chaque étape que le monstre qui a terrorisé Louvcienne appartient au passé. Pendant qu'Antoine tente de se réinventer, Louvcienne continue de vivre avec les séquelles de l'affaire. La petite ville, jadis si paisible, est devenue un symbole de résilience, mais aussi de méfiance et de prudence. Les habitants sont plus vigilants, et l'impact du drame se reflète dans les conversations, les actions communautaires, et même dans l'organisation de la vie quotidienne. La commune, en collaboration avec des associations locales, a mis en place un centre de soutien psychologique pour les jeunes et les familles. Ce centre propose des groupes de parole, des ateliers d'art-thérapie et des sessions de sensibilisation pour aider les habitants à se reconstruire. Des jeunes de la ville, inspirés par ce drame, se mobilisent pour faire de Louvcienne une ville où le bien-être mental est prioritaire. Le lycée que fréquentait Antoine a également instauré un programme de soutien et de sensibilisation pour les élèves, abordant des sujets souvent ignorés dans les programmes scolaires comme la gestion des émotions, l'importance de l'empathie et les signes de détresse psychologique.
La peur de revivre un drame similaire a poussé la communauté à s'engager dans une démarche de prévention, dans l'espoir que plus jamais un tel cauchemar ne se reproduise. L'affaire Louvcienne continue de susciter des interrogations profondes. Certains habitants espèrent que le souvenir de ce drame servira d'avertissement et d'exemple pour d'autres villes. Ils voient dans cette tragédie une leçon sur la vigilance, l'écoute et l'importance de la santé mentale, un appel à la solidarité et à la prévention collective. D'autres, cependant, ressentent un malaise persistant, comme si le retour potentiel d'Antoine symbolisait une menace permanente. Peut-on vraiment tourner la page d'un drame aussi effroyable? Les chercheurs, les avocats et les militants s'efforcent de tirer des leçons de cette affaire, analysant les failles du système judiciaire et psychiatrique et réfléchissant aux moyens de protéger la société tout en permettant une seconde chance aux jeunes criminels. Les dilemmes soulevés par l'affaire Louvcienne continueront sans doute de hanter la France pendant longtemps, laissant une empreinte indélébile sur la manière dont le pays appréhende la justice pour les mineurs et la question de la réhabilitation. L'affaire Louvcienne restera à jamais gravée dans les mémoires comme un moment de terreur, mais aussi comme une épreuve qui a poussé la France à repenser ses valeurs et ses priorités en matière de justice, de santé mentale et de réinsertion. Ce drame a exposé les faiblesses de la société, mais l'a aussi ouvert la voie à des transformations profondes dans la manière d'accompagner et de protéger les jeunes. Pour Louvcienne, le chemin de la guérison est long et incertain, mais la ville demeure un symbole de résilience et de mobilisation face à l'horreur. Antoine L., quant à lui, continue d'incarner cette question brûlante qui divise. Un monstre peut-il devenir humain? Peut-on accorder une seconde chance à celui qui a pris si vie? L'histoire de cette affaire, avec toutes ses ambiguïtés, ses douleurs et ses apprentissages, résonnera pendant des générations, rappelant que la société a le devoir d'écouter, d'anticiper et de réagir pour éviter que d'autres drames ne viennent assombrir son avenir.